2023. Si vous nous écoutez à Conakry, vous êtes forcément sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de nos réseaux siaminfo.com, sur Facebook, Flash Guinée, Kavi Média. Bonjour et bienvenue dans cette émission Le Scanner. Au sommaire de ce nouveau numéro, un nouveau cas de mort enregistré dans la matinée du 1er août à Conakry, précisément à Amdalaï, dans la commune de Ratoma. Alcini Baldé, c'est le nom de la victime, âgé de 25 ans et boulanger de profession. Il a été tué par balle au marché Concasseur alors qu'il était tranquillement en train de manger dans un tricycle aux environs de 0 heures. À en croire des témoins, ce sont des gendarmes qui lui ont tiré à bout, qui lui ont tué, à bout portant. Une malheureuse situation qui ne laisse pas indifférent le président des boulangers de Guinée, qui promet d'user de toutes ses forces pour que justice soit faite. Alpha Omar Sako dit avoir toutes les preuves qui attestent que c'est un assassinat. Il interviendra au téléphone dans cette émission. À venir également dans cette émission, le préfet de Mali, le lieutenant-colonel Manson Sangalan Camara, nommé au lendemain du coup d'État du 5 septembre 2021 par le CNRD, a été arrêté hier mardi à Mali, accusé des faits de détournement de fonds issus de la mine d'or de Niafou dans la commune rurale de Bakali. Le montant est estimé à 316 millions de francs guinéens, une affaire qui a éclaté quand le préfet a récupéré la gestion des taxes de l'exploitation artisanale avec la promesse d'une répartition plus équitable des revenus. L'on se souvient, il y a quelques semaines, un mandat d'arrêt a été émis contre cet officier qui avait disparu des radars, et une situation qui intervient pendant que le CNRD mène une lutte sans merci contre la corruption, même s'il y a encore du chemin à faire. Pourra-t-il d'ailleurs réussir cette mission? Décryptage à suivre avec nos différents débatteurs. Et pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le CNRD à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe ont promis de s'investir à travers des activités précises. Pour y parvenir, 10 étapes de la transition ont été élaborées, du recensement général de la population et de l'habitat à l'élaboration d'une nouvelle constitution jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle. 8 mois se sont écoulés et les autorités de la transition peinent toujours à dérouler ces étapes. D'où cette interrogation: en 2 ans, les autorités de la transition guinéenne pourront-elles dérouler toutes ces 10 étapes? Docteur Ben Youssouf Keïta, acteur politique et président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP, est notre invité. Il livrera sa grille de lecture sur la question avec d'autres sujets qui seront aussi débattus dans cette émission Le Scanner. Voilà la nomenclature de ce 8e numéro du Scanner. Bienvenue. Nous sommes ensemble pour 1h30 environ de débat. Nous allons parler d'actualité dans cette émission, Le Scanner. Ils sont autour de moi comme chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à toute la Guinée. L'homme de l'axe. Akila Ali Badara. Akila, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent à l'instant T. Bienvenue en Guinée où l'oignon est vendu à 750 000 francs guinéens. Le prix n'est plus à 750 000. Nous sommes à 450 000. D'accord, il n'y a pas de souci. Je sais qu'Akila ne va pas au marché. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'hier, mon cousin a célébré son mariage. C'est moi qui étais comme coordinateur de tous ces événements. Donc, on est parti au marché de la cimenterie où on a acheté un sac d'oignons. S'il n'était pas un gaspo, il n'allait pas se marier. Aussi, bienvenue en Guinée, où il y a un laisser-aller total, où la diplomatie est en train de jouer autrement sa carte, parce que je ne peux pas comprendre que jusque-là, on laisse les Léonais rentrer comme ils veulent et sortir comme ils veulent, même s'ils n'ont pas de carte de séjour ou carte qui atteste qu'ils sont les membres. Non, je finis. Tu vas tout à l'heure comprendre. Tu vas tout à l'heure comprendre. En fait, la diplomatie, la courtoisie de la diplomatie voudrait que quelqu'un qui se déplace d'un point A à un point B au moins ait une pièce d'identité qui au moins reconnaîtra
sa personne. Mais si aujourd'hui ce n'est pas le cas, on est en train de voir ces personnes parodiées comme ça aujourd'hui en République de Guinée sans que les autorités même lèvent le petit doigt, c'est qu'on est en train de faire un laisser-aller. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. On n'est pas en train de chasser nos frères léonais, mais aujourd'hui, allez-y à Bolobinet, vous comprendrez que la Guinée est devenue le ghetto de tous les Léonais. Bien, nous allons parler de cette actualité, une triste nouvelle, il faut le dire. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est décédé hier mardi à l'âge de 89 ans. On nous apprend que c'est suite à un malaise et c'est étant à l'hôpital, à la polyclinique internationale Sainte-Marie de Cocody. Yaya Diallo. Oui, toutes nos condoléances au peuple ivoirien et à son parti, le PDCI. Il faut le rappeler que de 2003 en 1999, il fut le président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un de 93, non? 93-99. Ok. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a marqué la vie politique ivoirienne. Henri Konan Bédié, vous vous rappelez que... Et c'est en même temps aussi, c'est lui l'auteur du concept l'ivoirité. Hein? Ouais. L'ivoirité qui quand même a causé assez de tort aux Ivoiriens. Je vais parler justement de cette volonté à un certain niveau d'empêcher l'actuel président Alassane Ouattara d'être président. Bon, entre guillemets, c'est vrai qu'il n'est plus aujourd'hui, mais c'est quelqu'un quand même qui a pesé ou qui a marqué tout au moins la vie politique ivoirienne. Et je m'incline devant sa mémoire et encore une fois, je renouvelle toutes mes condoléances aux Ivoiriens. Et je pense que voilà, il y aura certainement certains qui vont justement emboîter les pas. Et je pense que c'est déjà bien parti parce que j'ai suivi certains responsables de son parti. Ouais. Et c'est encore une fois regrettable pour la disparition d'Henri Konan Bédié. Oui, une grosse perte, Ali Badara Akila. Oui, revenir au pouvoir n'a été que courte durée pour le feu Henri Konan Bédié qui a imposé l'ivoirité, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, mais aujourd'hui qui a répondu à l'appel de Dieu, que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Henri Konan Bédié, dans sa carrière politique, s'est assez battu. Il n'a pas arrêté de parler de l'ivoirité, même si d'un côté, on avait senti un peu de défaillance quand il était au pouvoir. Oui, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aujourd'hui, c'est pas de ça on va parler, mais on dira que c'est un homme qui est parti, c'est un fils de Dieu qui est parti, que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère. Amen. Donc, toutes nos condoléances au peuple ivoirien, à sa famille biologique et aux différents acteurs politiques du monde entier. En tout cas, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. On ouvre maintenant les débats en République de Guinée, puisque je vous le disais à l'entame, c'est ce cas de mort, qui vient s'ajouter à d'autres morts, pas pendant des manifestations, mais une situation très très délicate. Alkila, tu y étais. On a ce jeune qui est parti trop tôt, trop vite, et nous disons qu'il est parti de la pire des manières, si on peut l'appeler comme ça. Bon, de la pire des manières, parce que quand je veux parler de cette situation, je me sens un peu dévasté. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis autant d'Alpha Condé que maintenant, on assiste à de tels drames en République de Guinée. Vous avez vu un autre cas de ce jeune boulanger qui était sorti pour juste chercher son quotidien, qui a reçu une balle. Cette balle a finalement mis fin à sa vie. Oui. Il ne va plus survivre. Ses parents ne feront que pleurer pour que justice soit faite, mais justice ne sera pas faite. On apprend qu'il était orphelin. Oui. Vous savez, il y a un problème en République de Guinée. Ça, je vais m'adresser directement aux agents. Quand vous voulez intervenir, il faut intervenir de façon très, très, très claire. Il faut le faire de façon très prompte. Et très responsable. Très responsable. Nous ne sommes plus respectueux des valeurs aujourd'hui en République de Guinée. Si on mettait ces agents devant nous et qu'on leur dise que l'âme coûte cher, ils ne vont pas comprendre.
c'est parce qu'ils ont la gâchette facile qu'ils se permettent aujourd'hui de faire du n'importe quoi dans la cité. Ce jeune qui a perdu l'âme, c'est un jeune, c'est un Guinéen qui est décédé. C'était dû à une manifestation dont la cause n'a pas été identifiée. On a juste vu les jeunes se livrer en spectateurs. Du côté de Casser, hein. Un spectateur en bandit-chef pour affronter les agents. Même s'ils sont en colère, ils ne se contrôlent plus. Aujourd'hui, c'est ce jeune boulanger qui a été victime. Si vous écoutez les témoignages... Oui, puisque tu en parles, on va aller avec la réalisation et on va en tout cas écouter ce reportage réalisé par la rédaction à travers Mama Aïssa Tatawel Kamara et nous, on se retrouve derrière pour le décryptage. C'est dans ce tricycle que le corps de Alcine Baldé, boulanger de profession, a été retrouvé très tôt ce mardi. Originaire de Togué, ce jeune âgé de 25 ans a vu sa vie s'écrouler d'un seul coup. Selon les informations recueillies sur place, ce seraient des patrouilles mixtes déployées dans la zone qui auraient tiré à bout portant sur ce jeune aux environs de 0h. Mamadou Djansek est le propriétaire de la boulangerie où travaille la victime. Dévasté, il souhaite que justice soit rendue. Un de mes boulangers a fini de mélanger là-bas, il est sorti ici pour manger. C'est en ce temps que deux agents de la gendarmerie sont venus tirer à bout portant sur lui. Il n'y avait rien ici, il y avait des manifestations vers Hamdallah là-bas. Les agents sont venus jusqu'au goudron là-bas, ils sont garés là-bas, des agents sont détachés là-bas, armés, et ils sont rentrés, ça c'est les enfants. Après, il y avait 6 fours ici alignés. Ils sont dépassés les 3 fours, ils sont venus au 4e four, trouver l'enfant en train de manger là-bas. C'est là-bas qu'ils ont tiré l'enfant. Parce que l'enfant est orphelin de père. Il est avec son jumeau là-bas, c'est les deux qui travaillent, c'est que maman et les autres enfants mangent. Maintenant, lui, il est parti aujourd'hui. Maintenant, on peut pardonner Dieu, mais c'est lui qui a fait, on ne peut pas le pardonner. C'est dans cette boulangerie que travaillait le défunt. El Haj Alpha Oumar Sako est le président de l'Union nationale professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée. Aussitôt informé, il s'est rendu sur le lieu du drame pour d'amples informations. Il déplore cette situation. Donc, on demande les autorités de nous dire qui a tué ces boulangers-là. Pardon maintenant parce que trop c'est trop. Vous savez que la cimenterie et son feuillage et encore 5, on a beaucoup tué les boulangers. On s'est patienté, on a fait les annonces, on a fait les écrits, mais il n'y a pas eu de réaction. Mais cette fois-ci, nous voulons avoir la réalité. Je dis trop, c'est trop. Si le gouvernement ne prend pas disposition, nous allons réagir à notre manière. Dans le tricycle, on pouvait même voir le reste de l'attiéké de la victime et ses paires de chaussures. Le meurtre du jeune Alceni vient s'ajouter sur la liste des autres boulangers assassinés par des inconnus. Paix donc à l'âme de ce jeune, en tout cas tué du côté de Hamdallah. Nous avons suivi ce reportage Yaya Diallo. Écoutez, pathétique, c'est triste. regrettable. Vous savez, hier, que je le disais ici, que hier, je m'en félicitais le fait qu'on n'avait pas enregistré, bien qu'on avait enregistré certains cas de jeunes qui ont été faussés. Mais le cas d'assassinat, je pense que on n'en avait pas fait cas. Et je m'en félicitais parce que c'est quand même quelque chose qui surprend entre guillemets les uns les autres par rapport justement à ce qui se passe sur l'axe. Et allons-y aux causes. Vous avez dit hier que les manifestations incontrôlées ou tout au moins instantanées au niveau de l'axe, c'est quand même quelque chose qui doit interpeller justement les autorités au plus haut niveau. Pourquoi les jeunes manifestent? Aujourd'hui, Hamdallah, et vous savez très bien que Hamdallah, c'est une zone réputée être justement très propice, favorable même aux manifestations. Aux manifestations. Mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est
les circonstances de l'assassinat d'Alceni Baldé et justement l'ère à laquelle ces Zaza-là se sont introduits justement dans le quartier, à 0h. Hein, on parle de 0h25 minutes. Oui, oui. Je ne pense pas qu'on puisse justement maintenir l'ordre jusqu'à ce niveau-là. Je ne maîtrise pas justement l'arsenal juridique qui régit cela, mais je pense que les forces de défense et de sécurité ne doivent maintenir l'ordre que sur les voies publiques. Alors, à cette heure précise-là, à mon avis, je ne pense pas On ne peut pas parler de maintien d'ordre à partir de 0h26 où il n'y avait pas de manifestation, où le jeune était en train simplement de déguster son plat parce qu'il avait faim. On vient, on là-bas, on tire sur lui à bout portant. Quand même, ce n'est pas acceptable. Non, je pense que c'est encore que, puisque nous sommes dans une transition, et on pensait que justement cette page noire est derrière nous, et nous sommes en train justement d'assister justement à toute cette barbarie, entre guillemets, puisque ce qui se passe sur l'axe, écoutez, je suis de ceux qui pensent que les manifestations ne sont pas opportunes, et je suis de ceux qui pensent que les parents de jeunes gens qui se livrent à ces manifestations-là doivent prendre les responsabilités là, mais encore une fois, je suis désolé de constater qu'à 0h, les forces de défense et de sécurité puissent justement aller s'introduire dans les quartiers. Là, ces agents-là, à mon avis, c'est des agents qui peuvent être justement repérés, puisque c'est à Hamdallah là-bas, et c'est lui qui a fait le témoignage ici, il nous parle justement de 2 agents, parce qu'on les suivait de près. À mon avis, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils dépassent, parce que c'est des boulangeries qui sont alignées les unes après les autres, on dépasse une, deux, à la 3e boulangerie, on vient, à mon avis, c'est comme si c'était quelque chose qui était prémédité, puisqu'on vient, on trouve le jeune comme ça, et après, c'est-à-dire qu'après le coup de feu, ils sont répartis. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient venus pour une mission. Je pense que les autorités judiciaires, Charles Light en premier lieu, doit encore une fois nous aider à élucider toute cette situation-là. Et puisqu'il est prompt à agir, il est prompt à agir face à de telles situations-là. À mon avis, voilà un cas qui est assez flagrant. Il appartient à lui de prendre sa responsabilité et de situer les responsabilités face à tout cela. Parce que c'est en cela que nous pourrons mettre fin à tout cela. L'impunité doit quand même cesser dans notre pays-là. Ceux qui se livrent, je l'ai dit encore une fois, je suis pas pour les manifestations, parce que pour moi, ça n'apporte absolument rien. On m'apprend qu'on a déjà le président de l'Union des boulangers de Guinée, El Hadj Alpha Oumar Sako, qui impatiente au bout du fil. Et nous allons aller avec notre invité, parce qu'hier, vous avez quand même constaté dans le reportage, il a brandi des menaces. Il veut que justice soit faite, parce que pour lui, toutes les preuves sont réunies qui accablent ces gendarmes. Avant de passer la parole à Akila. Monsieur Sako, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté cette invitation de Kavi Média et de cette émission, Le Scanner. Première question, d'abord, toutes nos condoléances, parce qu'hier, nous avons appris cette triste nouvelle au même moment que vous. Un de vos collaborateurs est décédé, nous dirons même qu'il a été assassiné par, dit-on, 2 gendarmes. Aujourd'hui, comment vous vous sentez, puisque vous avez alerté à plusieurs reprises que les boulangers n'étaient pas en sécurité? Oui, monsieur. C'est-à-dire, nous avons alerté, nous avons écrit. Nous avons les papiers qui étaient au ministère de la Sécurité, au notre ministère de Culture et Tourisme et l'Artisanat. On a beaucoup informé, sensibilisé. Lorsqu'il y a eu l'attaque, il y a un boulanger qui était tué en tas l'année passée. En même temps, à Cimenterie, à Onco 5, partout, nous avons alerté, mais je crois bien jusqu'à présent, ça continue. Vous-même, vous venez de dire qu'il y a 6 boulangeries qui sont alignées. Ils ont dépassé 3. Le 4e, on vient, on tire sur le monsieur qui était assis, qui est en train de manger, qui a fini de mélanger la pâte, il est en train de manger pour aller peser la pâte. Donc on vient, on tire sur lui. Et je crois que ceux qui étaient là-bas, ils ont vu la balle. Le numéro de véhicule, tout le monde a vu, c'était avec son patron. Donc, ici, je ne pense pas si le gouvernement veut faire l'enquête ici, ça sera difficile. Donc, c'est pour cela qu'on a dit, on les attend aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain.
s'il n'y a pas de chute, nous, on sait, nous, on ne peut pas sortir sur la rue pour manifester. Mais on arrête le travail jusqu'à qu'ils vont nous dire qui a tiré le petit. Un petit de 25 ans. Vous avez vu son jumeau là-bas. Lui aussi, il travaille à Taouya dans une boulangerie. C'est Alassane et Alcheni. Il a 25 ans. Donc, c'est ça, c'est tout ce que nous allons dire. Si ça ne va pas, nous arrêtons. Et quand nous disons on arrête, c'est toute la République. C'est pas Conakry. Oui, c'est partout en Guinée. Oui, Akila. Alors, si on comprend bien, vous voulez arrêter le travail. Est-ce que vous avez eu à entrer en contact avec le ministre de la Justice, Alphonse Charles White, pour l'expliquer davantage ce qui est arrivé à ce jeune? Moi, je vous dis, si le gouvernement prend en considération, nous allons rester derrière les autorités avec notre ministère. S'il n'y a rien jusqu'à demain, nous allons arrêter à travailler. Parce qu'on ne peut pas rester à travailler la nuit que les gens viennent nous tuer dans notre lieu de travail. C'est ça. Oui, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de menace, rien. Si ça ne va pas, si on sait que... Allô? Oui, allez-y, allez-y, nous vous écoutons, monsieur. Voilà, si Sako. On sait que nous ne sommes pas protégés, même si on blesse ou on tue quelqu'un, on vient vers le gouvernement. Si le gouvernement considère, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On arrête là-bas. Alors, jusqu'à voir que si on est important ou on n'est pas important. Alors, M. Sako, parce que moi, ce qui m'interpelle, ce qui attire mon attention personnellement, c'est justement les circonstances dans lesquelles justement ce jeune a été assassiné. C'est-à-dire que vous venez vous-même de relater les faits. On trouve plusieurs boulangeries alignées, on dépasse les unes après les autres et on trouve le jeune dans un tricycle et on tire sur lui. Et qu'est-ce que tout cela vous dit, M. Sako? Non, tu sais le problème. Est-ce que le jeune lui-même ne participait pas? Personnellement, je pose la question pour en savoir. Est-ce que ce n'est pas un manifestant, certainement, peut-être pendant la journée, peut-être qu'on a pu repérer, ou qu'on l'a confondu à quelqu'un? Même si cela ne justifie pas cet acte. Hein. Lui n'a jamais été manifestant. D'accord. Il se réveille, il commence à travailler. Si elles ne vont pas, le premier manifestation là-bas à concert. C'est vers Carrefour Nyariwada et Hamdallah, il y a eu les manifestations. On a compris? Oui. Donc quelqu'un... Allô? Oui. Allô, M. Sako, vous êtes là? Allô? Nous vous recevons, nous vous recevons. Allez-y, M. Sako. Oui. Voilà, maintenant, lui, il n'est pas un manifestant, c'est un boulanger. Nous, les boulangers, on se met politique. Donc si... vous-même, vous savez. Non, attends, si nous, on se mêlait, quand il y a une manifestation, nous, on arrête le travail. Est-ce que la manifestation ne sera pas sentie? Si. Hein? Si vous arrêtez de travailler, toute la Guinée va ressentir cela. Si on manifeste dans un quartier, si on veut qu'on paye la manifestation, arrête le travail la nuit. C'est comme... Tu comprends? Oui. Donc nous, on ne se mêle pas dans ça. On n'est pas politiciens. Ah, vous êtes le premier responsable de tous les boulangers de Guinée. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous êtes en train de prendre justement des mesures qui peuvent justement permettre aux boulangers... Il a dit, ils ont amené des courriers au niveau du ministère de la Sécurité. C'est-à-dire mais que ils ne peuvent pas sécuriser. Pendant les manifestations, est-ce que justement vous avez ces séances de sensibilisation que vous organisez qui peuvent permettre quand même aux boulangers de se mettre à l'abri de tout ce qui est manifestation? C'est-à-dire que quand il y a manifestation, qu'ils se mettent tous dans leur boulangerie et qu'ils ferment justement les portes, peut-être pour être à l'abri de tout danger éventuellement. Voilà, tout dire de manifestation, même s'il y a 3 jours ou 4 jours, nous on se met au travail, on forme une porte, on travaille pour la population. On travaille pour la population, on ne travaille pas pour un parti politique. Bien. Maintenant, si quelqu'un vient, il poursuit les gens, il vient avec son chômage, lui, il vise directement, il tombe sur un boulanger, c'est là il y a des problèmes.
Ok. Vous avez compris? Oui, c'est compris. Et si je comprends bien, si nous devons récapituler, vous donnez un ultimatum de 5 jours aux autorités pour ouvrir... Non. Combien de jours? Allez-y, nous vous écoutons. Je n'ai pas dit 5 jours. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de jeune. Oui. C'est hier qu'il était pillé. On l'a envoyé à l'hôpital là-bas. C'est le médecin, c'est le docteur Hassan là-bas, pour faire le toxi. Tu as compris? Oui. Maintenant, on attend. Il veut savoir, parce que pour le moment, on n'a pas vu un membre du gouvernement. Donc vous attendez le résultat de l'autopsie? Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas eu de suite, nous, on va lui montrer que nous sommes là. D'accord. Akil a la dernière question. Exactement. Pardon, donc, Monsieur Sako, parce que là, le jeune, vous avez signalé que son enterrement, c'est aujourd'hui. Alors qu'on sait qu'après l'enterrement, son inhumation, comme on le dit, voilà, je vous comprends. Après son inhumation, on sentira aussi que d'autres jeunes sont titillés finalement, qu'ils vont sortir même manifester. Voilà, est-ce que vous allez empêcher une autre manifestation de ces jeunes après l'enterrement pour ne pas encore compter un autre mort? C'est ce que nous allons passer les messages avec les membres de la famille de jeunes. On ne veut même pas voir quelqu'un manifester à cause de les boulangers. Nous sommes des boulangers. C'est un boulanger qui est c'est pas un manifestant, c'est pas un membre du parti politique. Personne ne va manifester. En tout cas, d'un autre côté, nous les boulangers, on n'autorise personne de manifester. Tu as compris? Nous attendons les autorités. Tu as compris? Donc c'est compris. Oui, c'est déjà compris, voilà. Monsieur Sako. Oui, on est vraiment, on a d'autres sujets à débattre. On va. Merci, Monsieur Sako. Merci vraiment d'accepter toutes nos condoléances à tous les boulangers de Guinée. Merci bien. Oui, donc on vient d'écouter M. Sako. Rapidement, si tu voulais placer quelque chose, parce qu'on est pris. Non, je voulais justement savoir, puisque on nous apprend que c'est un orphelin de père et de mère. Non, de père. Oui, justement. Donc c'était de savoir justement si ils étaient en contact avec la famille et quelle est la position de la famille par rapport à toute cette... Mais il a dit, ils disent qu'ils vont sensibiliser la famille pour éviter toute manifestation. Oui, c'est ça, c'est la famille. C'est-à-dire que je ne pense pas que la famille puisse... Est-ce que la famille était pour qu'on fasse ce qu'on appelle l'autopsie et éventuellement qu'on puisse... Parce qu'il y a certaines familles quand même qui, dès l'instant qu'ils ont un tel cas malheureux, ils n'ont pas besoin de suivre toute cette, disons, tous ces cheminements pour arriver. C'est parce que ça en est de, c'est parce que ça en est de trop. Merci. C'est parce que ça en est de trop. On ne peut pas accepter à chaque fois qu'on note la vie des gens après venir dire qu'on est en train de faire de l'autopsie. Vous savez, si c'est le gouvernement, le corps va durer. Parce que je vous rappelle, lors d'une récente manifestation à Bomboli, c'était le cas. Oui, il y a un jeune qui a été tué par balle. Jusque là, sa famille n'est pas encore entrée en contact avec les autorités. On parle d'autopsie, mais le corps il est confisqué. Aujourd'hui, on parle d'un autre boulanger. En fait, on est en train d'envoyer le pays vers une dérive. Non, si. Akila, attention, vous allez comprendre. Loin de ce que je veux dire. Attention. Il faudrait que, même dans les propos, nous comprenions. Attention, on n'amène pas le pays dans des dérives. Les bavures policières, les gendarmes, ça existe partout. Récemment, il y a des policiers. Non, attention, il ne faudrait pas aussi, dans les débats, qu'on dramatise trop. Non, on ne dramatise pas. Attention. Peut-être que je suis incompris. D'accord, allez-y. Quand vous dites qu'on mène le pays vers une dérive, c'est trop dire. D'accord. Les bavures policières, même aux États-Unis, ça existe. Les policiers, les gendarmes, actuellement, on la gâchette facile, parce qu'en Afrique, pas qu'en Guinée. Ce qu'on doit condamner, c'est ça, le fait qu'ils aient la gâchette facile. Voilà. Ça, c'est loin même des autorités, parce que même les chefs ne donnent pas... Hier, tu as quand même vu une délégation de gendarmes, tu l'as même dit, tu me l'as dit en off, qui était venu présenter des excuses. Pourquoi? D'accord. Peut-être que je suis incompris. Quand je parle de dérive, vous savez, c'est sur une zone. Et c'est sur cette zone... On sait ce qu'ils vivent. Des fois, quand ça tire, et quand ça tue à balles réelles, on entend des propos qui se disent. Des propos sont étalés. On ne va pas aller dans ce sens. Voilà, ça c'est entre guillemets. C'est pourquoi je parle de dérive. Ceux qui sont en train de tuer parce qu'ils ont la gâchette facile ne rendent pas une fierté. C'est pas une fierté. Ils font pas plaisir. En fait, une bonne image ils ne sont pas en train d'aider la transition.
Quand vous vous rappelez du discours du 5 septembre, ça a été cité là-dedans. Aujourd'hui, on voit ces mêmes personnes en train de s'atteler à de telles pratiques. C'est qu'on n'est pas en train de d'aider la transition, mais on n'est pas en train d'honorer le président de la transition avec son discours. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut prendre toutes les mesures. Nous, on ne cessera pas de le rappeler, même si on n'est pas écouté, parce que ce n'est pas une première. Aujourd'hui, quand on rajoute ce jeune à ces jeunes tués, on va compter des centaines de jeunes assassinés, abattus à la fleur de leur âge. Oui, ça c'est l'évidence. À qui revient la responsabilité? C'est aux autorités, au ministre de la Sécurité. On a déploré cela sous Alpha. Il y a Mamadi, le colonel Mamadi Doumbouya qui est venu, mais aussi qui a du mal à canaliser ces agents qui ont la gâchette facile. Non, c'est pas... Vous savez, vous aimez... En fait, Abdallah, tu es en train de trop caresser. Non, mais si. Je suis pas aussi en train... mais si, tu es en train de... Écoute, je ne suis pas là... Vas-y. Je ne veux pas... Moi, je ne suis pas là pour frustrer quelqu'un. Attention. Le but, c'est de dire ce que chacun doit faire. Je comprends. Notamment, le président des boulangers l'a dit. Je comprends bien. Leur rôle, ce n'est pas de manifester. Je comprends. Dire aujourd'hui que Mamadi Doumbouya a fait ça, moi, ce n'est pas une débat de personne. J'ai très bien dit, sous Alpha, il y avait des dérives. Sous Mamadi, le colonel Mamadi a promis de changer la donne. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que le président Mamadi Doumbouya n'arrive toujours pas à changer la donne. Mais ce n'est pas lui le ministre de la Sécurité. Le ministre de la Sécurité, c'est Bachir. C'est là que vous démettez la responsabilité du président. Non. C'est pourquoi il y a un ministre d'abord. Le président est là à la tête, mais d'abord j'assume mes propos. Vous êtes en train de caresser. Pourquoi caresser? C'est le président. C'est lui le décideur. C'est lui qui nomme son ministre. C'est lui qui donne des ordres. C'est fini. Non, je ne dis pas qu'il est en train de donner les ordres. Est-ce qu'il donne des ordres aux agents pour qu'ils descendent? Je ne suis pas en train. Non, je ne suis pas en train. Je ne suis pas en train de faire des acrobaties. Oui, Yaya, rapidement, puisqu'on va terminer avec ce sujet, il y a d'autres sujets à débattre. Oui, Yaya. Non, moi, je pense que s'il faut comprendre peut-être Akila dans ses idées, c'est-à-dire que c'est les causes justement de cet assassinat-là, et après qu'on assassine, vous avez rappelé ici, ça se fait, les bavures policières, ça se fait un peu partout à travers les États, ça se passe un peu partout à travers le monde, mais à la différence de la Guinée, c'est qu'ici, on ne sanctionne pas. C'est cela le véritable problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, puisque quand on fait une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de sanction. Il y a le ministère de la Sécurité fait le sourire. Il y a des gendarmes qui sont en instance, qui sont dans des procédures. Donc, quand vous parlez de cela, je ne serai pas d'accord. Parce qu'il y a des gendarmes qui sont jugés. Non, mais attention, il ne faut pas trop dramatiser. Non, on ne dramatise pas. Tout peindre à noir. On n'est pas en train de peindre tout à noir, Abdallah. Vous êtes en train de tomber dans l'émotion. On a l'impression que tu viens d'atterrir en Guinée. Non, mais si. Attention, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts? Jusque-là, il n'y a pas enquête. C'est pas un débat d'émotion. Non, on n'est pas dans l'émotion, Abdallah. Je comprends que tu es dans l'émotion. C'est si tu acceptes de me comprendre que tu vas comprendre. Non, tu es sur l'axe, je suis sur l'axe. On a fait des années, plus de 5 en train de couvrir ces manifestations. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai été victime pendant ces manifestations, tu es au courant. Moi, j'ai été pris à partie par des jeunes manifestants qui m'ont mis un couteau à la gorge, qui m'ont retiré ce qu'ils voulaient, ils m'ont mis à terre. Ne serait-ce que d'intervention de certains jeunes, j'allais mourir. Donc écoutez, nous sommes sur le terrain. Nous vivons ces choses. Il ne faudrait pas que dans les débats, nous donnions l'impression que oui, c'est parmi les gendarmes, tous les gendarmes de Guinée sont mauvais. Attention, j'y arrive, on va pas... D'accord, allez-y. J'y arrive. Je suis d'accord avec tout qu'il y a des bavures. Il y a des gendarmes qui pensent que l'axe... ce ne sont pas des personnes qui y vivent. Je suis d'accord. Je partage cet avis. Ce que je ne comprends pas, on ne peut pas dire que le président est le premier responsable. Attention, peut-être que tu n'as pas compris. Non, ce que tu viens de dire, le président, il nomme son ministre. Le ministère de la Sécurité, censé rappeler l'ordre à ses agents, fait le sourd muet quand ça tue.
dans les manifestations. Le président qui a une certaine responsabilité, qui a cette notoriété, doit lui-même demander des comptes à son Premier ministre. Parce que ce n'est pas le Premier ministre qui est vu. Vous avez vu combien de jeunes ont été tués? On accuse plutôt le président de la transition. Le président, pourtant, a nommé son missionnaire qui est Bachir Gallo. Mais quand vous venez, ça somnole au ministère de la Sécurité, ça parle pas, ça joue le sourd. Alors là, voilà. Ce que je veux que tu comprennes. Que le président le démette de ses fonctions si ça ne va pas. Là, Ali Badara, Ali, tu es en train de passer à côté. Non, pas du tout. Non, tu passes à côté. Non, laisse-moi te rappeler cela. C'est pas une discussion, on est en train d'échanger. Là, tu es en train de passer à côté. D'accord. Bachir Gallo, il va interpeller. Qui poursuit? C'est le ministère de la Justice. Mais est-ce qu'il l'a fait? Écoutez, mais oui, il y a des gendarmes qui sont... C'est une procédure à qu'il a. Tu ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a un cas d'assassinat, qu'aujourd'hui, on doit juger la personne, aujourd'hui, on doit condamner la personne. Il y a quand même, pour une première en République de Guinée, des agents qui ont été condamnés ici, Ali Badara. Tu peux pas. Qu'en est-il de ces agents? Ils ont été condamnés. Je te rappelle. Non, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Je te rappelle quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans ce détail. Un agent avait été vu. Là, quand il avait le pistolet, j'ai été le seul et le courageux journaliste à mettre l'agent sur la page de Sabari. Écoutez, on va pas. C'est pas un débat. Le ministre de la Justice on parle a fait de ce une poursuite. Si tu me comprends, s'il te plaît. Précis. Si tu me comprends. Ils sont poursuivis ou pas? Si tu me comprends. Akila, non, on va pas rentrer. Je vais juste te rappeler de quelque chose qui est très. C'est une petite anecdote. Peut-être que tu vas comprendre. Parce qu'on est déjà en train de perdre du temps. Tu ne laisses pas parler. Il y a une poursuite en cours. Il y a des poursuites, oui ou non? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Maintenant, c'est ce que je veux te rappeler. Est-ce qu'il y a des poursuites? Il n'y a pas de poursuite. Non, s'il n'y a pas de poursuite, là, on va pas mener. Vous avez vu le passage du cortège. On va pas continuer le débat. On va passer à d'autres sujets puisqu'on est déjà pris par le temps. Tout à l'heure, nous allons parler de l'arrestation du préfet de Mali, le lieutenant-colonel Manson Sangala Camara, qui a été nommé au lendemain du 5 septembre 2021, arrêté hier même à son domicile du côté de Mali. Il est accusé d'avoir détourné une somme d'environ 316 millions de francs guinéens. On en parle tout à l'heure après cette courte transition. Je vous le disais tantôt, le préfet de Mali, après plusieurs semaines de cavale, a été arrêté et conduit en prison. Je vais commencer par ma droite, Akila. Oui, vous avez suivi ce dossier, un dossier qui attirait beaucoup l'attention de plusieurs observateurs et des journalistes, même en République de Guinée. Le tout-puissant préfet a été arrêté. Pour le moment, on ne dira pas qu'il est coupable, mais en tout cas, les charges retenues contre lui sont énormes. On parle de 316 millions. Oui, vous savez, il faut dissocier les faits. Parce que d'aucuns pensaient qu'il a été arrêté par le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui l'a arrêté. C'est le comportement du préfet qui a fait qu'on l'a arrêté. Parce qu'il est accusé dans un détournement d'une mine d'or artisanale de Dakar. Le préfet, selon mes informations, avait reçu une convocation. Oui. Il a refusé de se présenter parce qu'il s'est senti en un demi-dieu dans cette localité. Et puis, il est rentré même à Conakry. La justice ne s'est pas pressée. La justice a attendu qu'il retourne au village pour qu'il soit mis devant les faits. Et c'est ce qui a été fait, je crois. Jusque-là, on n'est pas en train de l'accuser. Mais c'est son comportement même qui est en train de l'accuser. Parce que si la justice vous appelle, vous venez pour vous expliquer, vous êtes pour le moment un accusé. On pouvait ne pas l'envoyer à la maison d'arrêt. Oui. Mais vu son comportement, le juge, le magistrat qui est là a compris que le procureur voulait bafouer son autorité. Donc il a réagi, il a agi en tant qu'homme de droit. Oui. Le préfet maintenant, parce que les gens pensent que tout est politique, ça ce n'est pas de la politique. Il a affaire à des citoyens. Oui. Et ce sont ces citoyens qui ont eu le courage de poursuivre un préfet. Oui, il faut répondre. Voilà. Il faudrait qu'il réponde de ses actes. Mais que les gens, que nos autorités aient le courage de répondre devant la justice. Vous avez vu le ministre, on l'appréciait quand il a répondu à l'appel de la justice. Oui. Pourquoi c'est un préfet qui refuse de répondre alors que le ministre avait toute la notoriété de refuser? Aujourd'hui, il est là, il va répondre devant la justice. Ces accusés vont venir aussi
répondre parce qu'on veut savoir, on l'accuse de quoi? Est-ce qu'il est coupable dans le dossier? Mais le préfet, son comportement n'a pas été approprié. Oui. Il devait répondre. C'est un préfet. C'est un homme ordinaire. Avant d'être préfet, il était un citoyen. Aujourd'hui, il est devant les faits accomplis. Il va répondre à la justice, mais nous suivons le dossier de près. Oui, c'est ce qui est très important. On le disait en off. Peut-être que ça peut commencer. On a vu plein de dossiers en République de Guinée qui n'aboutissent pas. Hein. Tu le disais tout à l'heure. On commence une procédure et dès que les journalistes ou les observateurs ne s'intéressent plus à ce dossier, on abandonne le dossier. Si nous devons parler de refondation Yaya, il faudrait forcément passer par ces actes. Oui, effectivement, cet officier d'armée, Monson Sangala Camara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est qu'il faut rappeler ce que pour la première fois, un mandat d'amener lui a été justement décerné, chose qu'il n'a à plusieurs reprises, chose qu'il n'avait pas accepté. Vous savez que dans la tête de beaucoup de nos forces de défense et de sécurité, c'est comme si c'est des gens qui, quand même, qui sont disons, ne sont pas soumis à un certain nombre de choses au niveau de la République. C'est-à-dire que même dans la circulation, quand vous voyez comment ces agents se comportent, c'est comme si tout ce qui est loi, tout ce qui est justement, tout ce qui est ordonné ne les intéresse pas, ou tout au moins ils se sentent pas concernés par cela. La première des choses que moi j'ai écouté un responsable de la société civile du côté de Mali qui, d'ailleurs il faut saluer leur courage parce que c'est excepté justement de leur courage ou de leur détermination de voir ce dossier aboutir à quelque chose, ça n'allait pas justement aller jusqu'à un certain niveau. Alors ils ont mis de la pression au niveau du procureur de la République du tribunal de première instance de l'Abbé, puisque Mali relève administrativement de l'Abbé. On a interpellé justement, oui, de manière régulière, ce préfet-là, il n'avait pas voulu, puisque voilà, on nous apprend même qu'il n'était pas à Mali, qu'il s'était déplacé. Déjà à Conakry. Oui, c'est après que... Après Conakry, il est rentré, on a mis grappin sur sa personne. C'est après qu'on l'a décerné ce mandat d'amener, il n'avait pas obtempéré. Le procureur l'avait justement décerné ce mandat d'arrêté. Après ça, il s'est faufilé pour quitter justement la préfecture pour venir ici à Conakry ici. Après ça, le procureur, je crois qu'il a contacté presque tous ses amis procureurs. Il est venu à Conakry pour chercher des soutiens. Effectivement, c'était ça justement sa mission. Après ça, il a cherché à contacter tous ses amis procureurs, y compris celui de Conakry ici, pour dire partout là où il passe, de procéder justement à son arrestation. Entre-temps, peut-être il a pris son courage sur lui de rentrer à Mali. Après cela, ils ont décidé, à travers justement la gendarmerie, la compagnie de la gendarmerie de Mali, ils sont venus chez lui et on a procédé à son arrestation. Pourquoi il est arrêté? Parce qu'on l'accuse quand même d'un détournement de 316 millions de nos francs guinéens. J'ai cherché à comprendre, ces 316 millions étaient destinés à quoi? Peut-être cette mine d'or dont vous faites allusion en fait partie, mais ce qui est évident, c'est que ces 316 millions étaient destinés justement de la taxe de fonctionnement de 38 pylônes de téléphonie mobile installés dans les 12 communes rurales de la préfecture de Mali. Vous imaginez? Donc lui, il s'opposait carrément au développement de Mali, de la communauté. Non, c'est-à-dire que non, il s'opposait. Il s'opposait pas parce non, il s'opposait parce que quand tu détournes. C'est une société canadienne qu'on appelle Amcold, parce que j'ai eu au moins à discuter un peu, tirer la langue de certaines personnes du côté de Mali qui m'ont expliqué un peu le cas. Oui. C'est une société canadienne qui au moins déposait à chaque fin du mois, déposait 2 millions de francs CFA, mais qui était aussi gérée parallèlement par des Burkinabés. Maintenant, ces 2 millions de francs CFA, c'était pour les collectivités. Okay. Mais malheureusement, le préfet, entre guillemets, se serait mis devant les faits pour ne pas que ces sommes reviennent dans les caisses des collectivités. C'est là que les citoyens et certains membres ont accepté de rehausser le ton pour que le procureur et le préfet sachent que ce qu'il est en train de faire est gravissime. Bien. Mais vu qu'il a refusé d'obtempérer, ils ont directement décidé de couper le cordon
Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le préfet a été interpellé une fois par le procureur. Mais vu qu'il était hors la loi, il a refusé. Deuxième fois... il pensait qu'il était au-dessus de la loi. De la loi, voilà. Bon, c'est ça. Au-dessus de la loi, il a refusé. Mais troisièmement... Peut-être qu'il s'est senti demi-dieu. Il a décidé d'abord à Conakry. Mais vous savez, je vous rappelle une chose. Amara Camara, aujourd'hui, il n'est pas là. C'est pas une manière de lui jeter des fleurs. C'est quelqu'un qui est allergique à de telles choses. Quand tu es cité... On parle du général. Voilà, le général Amara. Quand tu es cité dans de telles pratiques, mais bon sang, il va même pas te regarder. C'est le porte-parole de la présidence. Il va dire, mais va le faire. C'est toi qui l'as cherché. Il faut te défendre là. Donc le procureur, pensant qu'il allait avoir tout ce privilège, le préfet, pardon, qu'il allait avoir, j'aime beaucoup les procureurs, hein, il a pensé peut-être avoir un tel monopole, ou le soutien, cherchant au moins à embobiner certains qui vont se retrouver parce que le Guinéen est faible devant l'argent. Il s'est retourné. C'est là que le procureur aussi a montré ses gabarits, que finalement on a mis main sur lui. On ne l'accuse pas, ce sont ses accusateurs qui ont relaté les faits. Je crois que le préfet aura aussi le courage de répondre devant la justice. Et la procédure nous en dira long. Voilà. Oui, avant de terminer. Non, je pense que puisque aujourd'hui c'est un fait judiciaire qui est ouvert justement contre ces préfets-là, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on s'intéresse à tous ces administrateurs territoriaux parce que c'est des pratiques qui quand même passent dans presque toutes les préfectures. Hein. Parce que peut-être il a eu le malheur. C'est des réalités vivantes. Peut-être il a eu le malheur d'être assez gourmand pour ne pas peut-être partager cela avec ses proches. Et vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Il faut éviter. Non, vous ne pouvez pas. Non, mais quand même, il ne faut pas encourager cela. Non, je n'encourage pas. Vous savez, il y a... Laissez-moi les certes, il y a une gourmandise. Allez-y. Allez-y. Mais c'est comme ça, c'est une pratique quand même qui est connue de tout le monde. C'est-à-dire que dans l'administration, si vous non, mais vous ne pouvez pas quand même encourager cela. Je n'encourage pas du tout. Alors. Je suis en train de décrire un fait. Allez-y. C'est-à-dire que pas que Sangala Camara, mon son Sangala Camara, c'était un nom africain, moi j'aime ces prénoms. Pas que c'est lui, pas que c'est préfet. C'est-à-dire que c'est une pratique aussi qui est courante partout à travers justement partout à travers les préfectures, partout à travers les communes, et pas que les préfets, beaucoup de maires. Hein. Moi, j'invite les uns et les autres et nous allons nous intéresser justement à ces dossiers-là pour aller beaucoup plus en profondeur. Et vous serez d'accord avec moi que beaucoup de préfets, puisque c'est monsieur investigation de cette émission, dans ces pratiques-là. Ce qu'il faut, moi, à mon avis, ce qu'il faut signaler ici, c'est que moi, j'encourage justement les autorités judiciaires et au premier lieu Charles, puisque Charles avait juré sur tous les dieux que ce monsieur-là allait répondre, et ce qu'il fait aujourd'hui. Moi, je pense que s'il est établi que, parce que jusqu'à date, il est présumé coupable. Il est présumé coupable. Suivant le dossier de près. S'il est établi qu'il est justement coupable de tels faits, mais qu'il puisse quand même, disons... subir les sanctions. Oui, qu'il puisse subir les sanctions, purger les peines qui sont liées justement à cette forfaiture-là. Et servir d'exemple de ceux qui sont candidats éventuellement à ces arts de pratique-là. Et moi, je pense qu'il faut saluer le courage de la société civile du côté du Mali, parce que s'il n'avait pas pris les responsabilités en main, ça allait passer inaperçu. Et ce monsieur allait penser que puisque voilà, c'est un homme de tenue et tout est permis, et que nous sommes en République de Guinée, peut-être c'était les anciennes pratiques. Et encore une fois, et félicitations aux nouvelles autorités, y compris même justement le colonel lui-même, parce que c'est quelque chose quand même qui peut freiner s'il y a naturellement des candidats qui peuvent éventuellement se livrer à ces arts de taxes. Oui, la justice pour tous, comme on l'a dit, malgré la transition et le pouvoir militaire. En tout cas, nous suivrons de très près, comme du lait sur du feu, ce dossier lié à ce détournement estimé à 316 millions. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre second invité. Il est sur ce plateau avec nous, Dr Ben Youssouf Keïta. Avec lui, nous allons parler de transition et du déroulement de ces 10 étapes qui sont toujours dans ce blocus qui ne dit pas son nom, avec une communication à l'oubliette, si on peut l'appeler comme ça. C'est tout à l'heure, après cette petite transition.
un peu plus de 30 minutes avant de finir avec ce numéro de ce mercredi, un numéro un peu plus tendu, hein, avec des sujets très très brûlants. Je vous l'annonçais, lui, il est déjà sur ce plateau avec nous dans cette émission Le Scanner. Une première pour lui, puisque nous sommes nouveaux. C'est le 8e numéro de cette émission. Docteur Ben Youssouf Keïta, bonjour. Bonjour M. Abdallah, bonjour à vos collaborateurs et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci d'être dans cette émission et d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Vous avez écouté les différents sujets débattus par nos journalistes, nos amis, nos confrères, des sujets qui restent quand même d'actualité. Vous avez aussi écouté le président de l'Union nationale des boulangers de Guinée. Et évidemment, vous avez suivi ce reportage. D'abord, dans la première question, comment vous appréhendez tout cela en tant qu'acteur politique? D'abord, avec indignation, quand encore en plein 21e siècle et aussi avec les militaires au pouvoir, qu'on enregistre des morts, pas de morts naturelles, mais violentes, souvent même par des balles, que ce soit par les malfrats ou que ce soit par certaines personnes incontrôlées des forces de l'ordre, c'est indigne et ça m'attriste à plus d'un titre. À ce sujet, vous me permettrez donc d'adresser mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées, d'une part ici en Guinée, et aussi profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances au peuple ivoirien au nom de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP pour la disparition d'une grande figure de la politique africaine en général et spécialement la politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, paix à son âme. Aussi, permettez-moi de saluer la sagesse, le calme et le patriotisme de M. Sako, qui est le président des boulangers de Guinée. J'ai eu à l'écouter à maintes reprises. Voici un homme consensuel, un homme rigoureux et un homme de paix. Les paroles qu'il a avancées sont des paroles de sagesse. Et il a dit, haut et fort, les preuves existent que le jeune tué à la fleur de l'âge dans son lieu de travail, parce qu'il était dans sa moto tricycle, et après minuit, que les preuves existent. La balle qui a fauché le jeune, l'étui existe. Évidemment, on saura d'où vient cette balle. Pour le moment, c'est des inconnus. Mais à partir du moment qu'on parle des personnes en tenue, nous voyons si effectivement c'est des gens qui se sont servis de la tenue des militaires ou des gendarmes pour aller perpétrer cet assassinat, ou bien si c'est les gendarmes eux-mêmes qui ont perpétré cet assassinat. Mais quelles qu'en soient les conditions, il faut impérativement et obligatoirement que la main soit mise sur le coupable, afin que cela cesse et qu'il soit traduit devant la justice et qu'il soit puni à la hauteur de sa forfaiture. En dehors de cela, vous avez parlé de Mali, du préfet. C'est une action à saluer. Quelque part, on prouve que nul n'est au-dessus de la loi. J'ai apprécié le passage de Charles Wright devant la justice avec humilité. Alors, pourquoi un préfet pourrait refuser de répondre devant la justice? Le fait qu'on ait mis grappin sur lui montre à tout le monde que quelque part le CNRD est sérieux dans ce qu'il dit pour le respect de la loi, et une fois de plus, comme Mamadi Doumbouya l'a dit, que sa main ne tremblera pas dans quelque cas de détournement que ce soit. Et voilà, je salue effectivement l'action des forces de l'ordre qui sont allées prendre leurs collègues et pour le traduire devant la justice. Ça prouve que vous êtes militaire, mais avant d'être militaire, Akila l'a dit, vous avez été citoyen. Et après militaire, vous redevenez citoyen. Et personne ne doit être au-dessus de la loi.
Voilà ce que je puis dire pour le moment au sujet que j'ai ouï ici lors de vos débats. Oui, on va ouvrir maintenant le débat sur le thème du jour. On parle de transition et de ces 10 étapes. Nous avons quand même cité quelques étapes. On parle du recensement général de la population et de l'habitat jusqu'à l'aboutissement ou à l'organisation d'élections présidentielles en République de Guinée. Docteur Ben Youssef, vous êtes un acteur politique. Vous suivez de très près cela parce que vous comptez briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le CNRD est en retard? Parce que 8 mois se sont écoulés et on parle de 2 ans comme durée de la transition. Effectivement, 8 mois se sont écoulés, il reste 14 mois, mais il y a 10 étapes du chronogramme, 10 étapes actées par le CNRD et la CEDEAO. Quelles sont ces 10 étapes? Vous avez cité 2 ou 3. Quand vous prenez le RGPH, c'est-à-dire le recensement général de la population et de l'habitat, ensuite le recensement, le RAVEC, recensement administratif à vocation état civil, oui. Puis vient la rédaction de la nouvelle constitution. Non, avant ça, il y a l'établissement du fichier électoral. Après l'établissement du fichier électoral, il y a l'installation de l'organe chargé des élections. L'OGE. Exactement, exactement. L'OGE, oui. Exactement. Et après cela, maintenant, vient l'élaboration de la nouvelle constitution, la vulgarisation et, en un mot, la soumission de cette nouvelle constitution au scrutin, c'est-à-dire au vote de la population. Oui. Et après là, vient maintenant l'installation des organes chargés, évidemment, de les institutions issues de cette constitution. Et après vient maintenant les élections communales, communautaires, puis législatives, et enfin, élections présidentielles. Voilà les 10 étapes du chronogramme. Mais en réalité, les étapes clés, c'est les 2 premiers. C'est les 2 recensements. Le RGPH et le RAVEC. Le RGPH et le RAVEC. C'est ça qui est difficile. Tout le reste, ça peut passer comme lettre à la poste rapidement. Hein. La nouvelle constitution, déjà, ils sont là-dessus. Les honorables conseillers de la transition, c'est-à-dire honorables conseillers de la transition, qui agissent comme législateurs, nous voyons un peu partout, ils sont en train de faire la vulgarisation, et puis même certaines coalitions les aident à vulgariser. Ça signifie que du côté de la Constitution, quelque chose est en train d'être fait. Mais le recensement général de la population, le recensement à caractère administratif, à ma connaissance, il n'y a eu d'abord que des actes techniques. Parce que j'ai ouï dire, lors du passage de la CEDEAO par Akabrou, le ministre Morikonde lui-même a dit, ils ont déjà obtenu certains matériels, et ils ont recruté certaines personnes pour les former, mais sur le terrain, pour le moment, objectivement, nous ne voyons rien. C'est ça la réalité. Alors, objectivement, moi je me dis, sans démagogie, vous savez bien, et avec toute objectivité, parce que, n'oubliez pas, je suis un soutien du CNRD, mais cela ne dit pas que je donne patte blanche. Non. Toute action positive, je loue l'action. Mais tout ce qui ira vraiment dans le sens contraire, je dénoncerai et je ferai des propositions. Objectivement et honnêtement, je ne suis pas du tout rassuré que les 24 mois seront respectés. Donc vous estimez que nous tendons tout droit vers un glissement? Absolument. Alors, absolument. Et il y aura absolument un glissement au rythme actuel. Même si le gouvernement a la volonté, mais il ne s'agit pas d'avoir seulement la volonté. Vous avez vu, un montant, un débit a été proposé. On parle de 6 000 milliards. De 6 000 milliards, soit 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. La Guinée déjà a fait 500 milliards de francs guinéens, ce qui est quelque chose de 50 millions. Mais il faut 600 milliards, ce qui signifie qu'il reste à mobiliser encore pratiquement 550 millions de dollars. En cette période de vache maigre, de conflit international et surtout d'instabilité en Afrique, c'est pas facile que l'Occident ou la CEDEAO ou les États-Unis, qui sont les bailleurs de fonds, mettent la main à la poche pour quelque transition que ce soit pour le moment. Nous sommes très mal partis, nous sommes très mal barrés. Alors, ce qui est clair, rassurez-vous, préparons-nous psychologiquement à un glissement
de la transition. Alors, vous êtes un président d'un parti politique, vous aspirez diriger le pays après la transition. Affirmatif. Vous attendez à un glissement de calendrier. Oui. Est-ce qu'en tant qu'homme politique, cela ne va pas jouer sur votre façon de faire la politique, sur votre carrière politique? Est-ce que cela ne va d'ailleurs pas vous mettre en retard dans vos différentes activités, comme les campagnes, etc. Évidemment, il faut se rendre à l'évidence, comme je viens de le dire, excusez-moi du pléonasme, mais la réalité, elle est là. Elle est là. Vous savez, la vie, elle est dynamique, tout comme la politique. Il y a une semaine, on ne parlait pas du Niger, du coup d'État au Niger. Ouais. Il y a une semaine, on ne parlait pas de cela. Il y a un coup d'État récemment, il y a 5 jours, coup d'État au Niger, qui vient encore chambouler, en un mot, la stabilité politique du Niger. Non seulement la stabilité politique, mais la géopolitique dans la sphère CEDEAO, Afrique de l'Ouest. Il y a encore, avant la prise du pouvoir par l'armée, il n'y avait pas la guerre Ukraine-Russie. Aujourd'hui, la guerre Ukraine-Russie risque d'entraîner le monde encore dans le bipolarisme. D'un côté, la Russie avec ceux qui soutiennent la politique russe, et de l'autre côté, l'Occident. C'est ce qui est en train de se répercuter. Et voyez-vous, avec la pauvreté qui sévit en Afrique, parce que nous sommes devenus encore, après plus de 50 ans, 60, voire même 70 ans d'indépendance pour certains, nous sommes encore dépendants de l'Occident, dépendants de l'aide extérieure. Alors que eux, ils ont travaillé pour où ils sont. Qu'est-ce que nous attendons pour travailler afin d'être là où nous devons être? Alors moi, je vous dis purement et simplement, en tant que politique, j'analyse in situ et à l'extérieur. C'est clair que je voudrais que les 24 mois soient respectés. C'est ça mon désir le plus ardent. Parce que Dieu a déjà choisi celui qui va devenir président après Mamadi Doumbouya. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Dieu a déjà choisi. Ça, c'est pour celui qui est idéaliste. Hein. Exactement. Non, ça, c'est clair. Dieu a déjà choisi celui qui va succéder à Mamadi Doumbouya. Il est là déjà. Maintenant, nous sommes tous en train d'agir parce que chacun, tous ceux qui ont créé des partis politiques qui aspirent à être président, sont pressés d'aller aux élections afin que chacun pensant que c'est lui qui sera, et alors il occupe le fauteuil présidentiel. Mais la réalité est toute autre. Faisons en sorte que le monde s'apaise, faisons en sorte que les engagements soient respectés de part et d'autre, et faisons en sorte que cette transition se passe dans le plus grand calme et que nous retournions à l'ordre constitutionnel dans la plus belle des formes. Docteur Ben Youssouf Keïta, grand soutien du CNRD, hein, parce que vous l'avez dit, d'ores et déjà que vous parlez d'un glissement de calendrier. Affirmatif. En tant qu'homme politique, démocrate, quel sera donc, si on était dans un glissement ou si on s'attendait à un glissement de calendrier, voilà, on se retrouvait là-dedans, quelle sera la réaction de votre parti politique et de la coalition que vous gérez? Nous n'analysons pas en aval, nous analysons en amont. C'est-à-dire, d'abord, la période de 2 ans, à partir du 1er janvier 2023 jusqu'en décembre 2024, cette période a été actée par la Guinée, c'est-à-dire le CNRD, l'organe politique de la nation, et la CEDEAO. Ça a été acté, signé par la CEDEAO et par le CNRD. 2 ans. Avec les conditions, effectivement, de retour à l'ordre constitutionnel. Et le chronogramme pour venir à l'ordre constitutionnel a été encore acté par le CNRD et la CEDEAO. Et la CEDEAO a envoyé des techniciens qui ont travaillé avec les techniciens guinéens pour évaluer effectivement les montants à dégager, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Sans, vous n'avez qu'à mettre une volonté, si les moyens n'existent pas,
vous ne pourrez rien. Absolument rien. Alors donc, après du moment que la CEDEAO, dès le premier moment, n'a pas dit non, nous ne pouvons pas. Parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Nous ne pouvons pas. Et nous proposons, au lieu de 600 millions, nous pensons qu'avec peut-être 100 millions ou 200 millions ou 300 millions de dollars, ça pouvait être fait. Ben, ils sont restés comme ça. Alors qu'ils ont participé à l'élaboration, s'il faut dire comme ça, des 10 étapes du chronogramme. La Guinée déjà, et ça je le dis, je le tiens de M. Akabrou. Vous avez tous suivi, vous êtes mieux informé que moi, parce que c'est votre profession. Vous avez suivi, lors du passage de la CEDEAO, le comité de suivi, la déclaration de Akabrou. Il a félicité, si j'ai bonne mémoire, il a félicité le gouvernement en disant qu'ils sont en train, ils sont sur la bonne voie, ils sont dans la bonne direction. Et d'ailleurs, quelque part, le ministre de la mise en territoire a même déclaré qu'il est en avance sur son chronogramme. Ça n'a pas été démenti. À l'époque. À l'époque. Vous comprenez? Donc, si la Guinée a mis la main à la poche, pourquoi ceux qui ont accepté d'accompagner la Guinée ne mettraient pas les mains à leur poche? Parce qu'on ne va pas arrêter de faire nos routes aujourd'hui. On ne va pas arrêter de construire des écoles. On ne va pas arrêter de construire des hôpitaux. On ne va pas arrêter vraiment l'adduction d'eau. On ne va pas arrêter vraiment la construction des logements sociaux pour purement et simplement mettre tout dans le retour à l'ordre constitutionnel. Non. Ça doit aller de pair. Ça doit aller de pair. Alors, pourquoi nous, si le glissement arrive, j'ai dit nous allons en amont. Pourquoi c'est arrivé? Si c'est de la faute, par exemple, du gouvernement guinéen, là, nous prendrons toutes nos responsabilités, nous dénoncerons et nous prendrons des actions dans le cadre strict de la loi pour manifester notre mécontentement et faire des propositions. Si ça dépend, en un mot, de l'extérieur, quelque part, et de la conjoncture internationale, alors nous essaierons aussi, à travers nos relations, à travers les institutions nationales et supranationales, d'agir par nos voies et des voies plus autorisées encore, parce que dans la classe politique guinéenne, il y a des personnes qui ont déjà une longue expérience, qui ont une carrure internationale, qui peuvent mener les démarches afin que vraiment les choses rentrent dans l'ordre. Docteur, on sait que vous êtes intelligent. On sait bien que vous êtes un homme politique. Voilà, on sait bien que vous êtes intelligent, docteur. Mais ce que vous êtes en train de dire là, je n'arrive pas à comprendre. Si c'est le côté du gouvernement, vous allez tirer de leçons sur ce qui est bien dit. Mais si c'est le côté des investisseurs, des partenaires, c'est que là, je n'arrive pas à comprendre. Oui, si est-ce que d'un côté, si c'est de leur côté que problème se posait, est-ce que vous allez vous plier à la décision prise par le CNRD? Mais l'homme, c'est la parole. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui disait, l'homme, c'est la parole, l'animal, c'est la corde. Moi, je pense, et je fais confiance au colonel, parce qu'il a dit, il a répété, urbi orbi, à maintes reprises, que ni lui, ni aucun membre du gouvernement, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quelque élection que ce soit. Il n'a pas dit une fois, il n'a pas dit deux fois. Il a dit plus de 3 fois. Vous comprenez, non? Il a dit plus de 3 fois. Alors, une fois de plus, nous ne faisons pas de procès d'intention. Nous prenons les hommes, c'est-à-dire selon les actes qu'ils posent. Nous voyons qu'ils sont en train vraiment de faire ce qu'ils peuvent faire. Ils sont en train de le faire. Mais nous ne soyons pas, c'est-à-dire des oiseaux de mauvaise augure, mais soyons très objectifs, honnêtement. Mon journaliste préféré a dit tout de suite là que on a déjà consommé 8 mois. Il reste 16 mois. En 8 mois, on n'a pas encore fini 2 étapes. Alors, en combien de mois donc finirons-nous les 8 autres étapes? On sait que pour le moment, vous chuchotez le colonel Mamadi Doumbouya. Il le mérite. Voilà. Il le mérite. Aujourd'hui, vous êtes un grand soutien. Il le mérite. Après, je passe à... Oui, parce qu'il y a pas de souci. Vas-y. C'est juste une dernière question. Vous le chuchotez aujourd'hui. Et si toutefois, il ôtait la tenue, le CNRD se métamorphosait
est-ce que vous allez encore avoir les mêmes propos de douceur à l'encontre du colonel? Non, c'est un exemple. Hein? Non, pas du tout. Mais d'abord, je dis que je ne donne pas un blanc-seing. Hein? Et deuxièmement, je ne fais pas de procès d'intention. Je juge l'homme selon les actes. Vous avez vu, on a fait procès d'intention à Macky Sall, un peu partout, qu'il allait venir au travail, quand il a déclaré à Paris que vraiment ils allaient continuer leur œuvre. On a dit, il vient de dire qu'ils vont continuer, donc il sera candidat candidat à la présidentielle de 2024. On l'a acculé de partout, qu'il veut tripaturer la Constitution, ou bien qu'il veut il veut faire encore briguer un troisième mandat. Mais tous ceux qui ont eu cette attitude et qui ont véhément dénoncé ont mordu la poudre de la défaite. Ils ont été pratiquement... ils sont venus baisser la tête basse. Ils sont venus la tête basse devant Macky Sall. Alors, de la même manière, aujourd'hui, une fois de plus, nous soutenons Mamadi parce qu'il l'a dit pas une fois. On peut dire une fois, c'est accidentel. 2 fois, il a oublié la première fois. Mais 3 fois, 4 fois, nous pensons que l'homme va respecter sa parole. Et c'est pour cette raison que nous le respectons. S'il ne le respectait pas... Vous l'accordez le bénéfice du doute. Exactement. Si, comme vous avez dit, arrivé, il a ôté sa tenue et il dit qu'il veut se porter candidat, alors là, nous changerons totalement d'attitude. Nous changerons totalement d'attitude et de discours. Mais tant que cela n'arrive pas, nous sommes objectifs avec nous-mêmes. Une fois de plus, nous disons, nous avons confiance en la Guinée, nous avons confiance aux hommes, nous ne sommes pas naïfs, mais nous nous réservons toujours de mettre notre langue devant notre esprit. Oui, Yaya. Oui, docteur, techniquement, au niveau du RGPH, on nous apprenait que le financement est bouclé. Donc, ça veut dire que si la volonté politique s'y est, on peut justement entamer les travaux techniques de ce côté-là. Il nous reste le RAVEC. Est-ce que, selon vous, si les nouvelles autorités veulent bien justement respecter ces calendriers-là, on pouvait abréver beaucoup de certaines étapes, ou compresser, il faut dire certains, pour qu'on essaie justement de respecter ces 12 mois c'est 14 mois. 14 mois. C'est 14 mois qui nous restent là. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur le montant qu'on a exigé pour beaucoup d'observateurs. C'est de trop, 600 millions de dollars. On pouvait, avec un certain technicien en matière d'élection, qui nous disent que 4 fois moins ces montants-là, s'il y a la volonté, on peut justement organiser les élections libres et transparentes. Est-ce que, à votre avis, les autorités ont demandé de trop, c'est parce qu'ils savent que ce n'est pas facile justement obtenir ce montant-là, et par ricochet, ce qui leur permettra d'aller au-delà de ces 24 mois-là, qui par ailleurs justement pourraient justifier leur manquement à cet effet-là. Ça, c'est la troisième question. Je vais enchaîner. Oui, on va aller question par question, parce qu'on a un peu de temps. Oui, docteur, on va répondre parce que le docteur, il n'est pas assez jeune. Ah, non, mais attention. Trop jeune. J'ai le cerveau très plein, parce que ne voulez pas, j'ai été major. Oui, c'est juste pour le taquiner. Donc, je veux dire par là que qu'est-ce qui fait la beauté de la démocratie? C'est que chacun s'exprime librement dans le respect de la loi. Et là où termine sa liberté, qu'il sache que commence la liberté de l'autre. Le gouvernement a parlé de 600 millions. Ceux qui disent qu'on peut faire moins, ils doivent effectivement venir au niveau des médias. Parce que c'est pas, il y a moins de 20%, il y a moins de 60% de Guinéens qui savent lire et écrire. Ils doivent venir au niveau des médias, parler et expliquer et démontrer. Oui, je ne pas vous couper la parole. Certains même de l'ancien organe, je vais parler de l'ancien CENI, certains même, disons, commissaires de l'ancien CENI même ont fait cette démonstration-là pour dire, par exemple, quand nous prenons les kits électoraux, par exemple, à ce niveau-là, on peut faire l'économie de tout ça là. Et quand on prend la nouvelle constitution, celle de 2010 pour beaucoup, et d'ailleurs même le RPG, l'FDG, ils sont tous d'accord sur cette question. Sur la constitution, il n'y a pas assez de choses à faire. Donc,
on peut compresser beaucoup d'étapes pour qu'on y arrive. Est-ce que vous ne voyez pas ça comme étant une seconde option? Pourquoi la CEDEAO a accepté les 10 étapes? Et la CEDEAO a envoyé ses techniciens. Alors, je serais d'accord avec vous sur les montants. Mais rien ne peut se faire sans l'argent. Alors, si on veut vraiment respecter les 24 mois, purement et simplement, il faut mettre le montant nécessaire. Pour ceux qui estiment que 600 millions, c'est trop, certains disent même que c'est, en un mot, le prix de la rançon. Alors, pour ceux qui, objectivement, savent qu'avec 400 millions, on peut, alors vraiment, ils peuvent constituer un groupe et venir devant les médias. La maison de la presse est là pour ça. Ça sera divulgué. À tout le monde saura. Et même la communauté internationale pourra participer à cela. Mais ce qui est clair, nous disons, ce que tu n'as pas dit au moment où on t'a attaché, ce n'est pas au moment où on te détache que tu vas dire. Les 10 points ont été actés par la CEDEAO et le CNRD. Ils savent que tout cela a un coût. Et la CEDEAO n'a fait pour le moment aucune proposition concrète de financement. Oui. Que la CEDEAO dit par exemple, voilà, après étude, après tout ce que nous voyons, nous estimons qu'avec 200 ou 300 millions de dollars, ça peut être fait. Et nous sommes là pour voir. Vous savez, nous allons sur des bases concrètes. Nous ne sommes pas des cartésiens, mais quand même, ayant étudié jusqu'à l'université, il est bon vraiment de pouvoir étayer toutes vos allégations. En un mot, quand vous parlez de quelque chose, il faut donner... Exactement. Je vous remercie. Oui, l'autre question. L'autre question, c'est que nous sommes justement dans une transition et aujourd'hui, le dialogue politique complètement presque rompu entre les autorités et une bonne partie de la classe politique. Et je pense que c'est un élément fondamental pour qu'on aboutisse à tout ce que nous sommes en train de parler ici, c'est-à-dire que les élections. Alors, c'est cette question-là, quel est votre avis par rapport à ce qu'on peut qualifier par ailleurs le refus de certains des régions de cadre de dialogue? Ça, c'est la première question, votre observation. La deuxième question, c'est justement par rapport, si vous me permettez, allez-y, la deuxième question, c'est par rapport à cette évaluation qui s'annonce au niveau du gouvernement. Et voilà, l'équipe gouvernementale est en évaluation. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? D'abord, la première question, je demande humblement au CNRD de mettre tout en œuvre afin que les Guinéens, où qu'ils soient, mais qui représentent une frange de la population, parce que chaque leader a une frange qui croit en lui. Et nous sommes tous Guinéens, nous avons le même droit et le même devoir de tout faire pour que ces Guinéens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, se retrouvent autour de la table. Chacun doit faire de son mieux, chacun doit mettre son ego de côté, pas mettre au-dessus des égos et des intérêts personnels l'intérêt supérieur de la population guinéenne. Alors donc, je demande une fois de plus, parce que c'est le CNRD qui a la justice, c'est le CNRD qui a l'armée, la police, la gendarmerie, c'est le CNRD qui a la diplomatie. Donc, c'est le CNRD qui parle au nom de la Guinée aujourd'hui, qui fasse tout pour que ceux à qui vous pensez, je vais les citer, Sidya Touré, Selou Dalen Diallo, Abouakar Souma, Alpha Condé, l'ancien président de la République. Oui, que tous, ils sont tous des Guinéens. Vous savez, même si vous êtes milliardaire, vous préférez vivre, vous comprenez, millionnaire dans votre pays que milliardaire à l'étranger. L'exil, c'est très très difficile, c'est très dur. L'exil, ce n'est pas bien du tout, j'en connais. Parce que j'ai été à l'étranger et après le 28 septembre, j'étais en exil. Je connais. Alors donc, rien que cela, même si vous êtes milliardaire, mais n'oubliez pas, M. Yahya Akila et M. Abdallah, n'oubliez pas que quand vous êtes en exil, vous ne pouvez voir que votre famille. Vous ne pouvez pas avoir vos grands-parents, vos cousins, vos amis d'enfance qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Vous ne pouvez pas. Le pays va vous manquer. Et ça, rien ne peut remplacer. En quelque sorte. Évidemment. C'est loué un exil.
Il est en exil. Il y a trois en exil. Ils sont en exil. Mais pourtant, vous le dites ouvertement. Non, je le dis ouvertement, ils sont en exil. Ils sont en exil, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Eh bien, ils sont en exil parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer. Sinon, qu'est-ce qui l'empêcherait de rentrer? Ils ne peuvent pas. Maintenant, parlons des évaluations. Maintenant, donc que le CNRD fasse tout pour que tous rentrent et que la Guinée soit apaisée le maximum possible. Et que chacun mette chacun mette son ego de côté et chacun fasse un sacrifice pour que ce dialogue qui a commencé continue et s'achève par vraiment une entente. Oui, l'autre question. La deuxième question, d'accord. L'évaluation. L'évaluation. On dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est un. Et deuxièmement, avec cette transition qui veut révolutionner la manière de gouverner de ce pays, eh bien, il est important que nous, la population à la base, que nous sachions que ceux qui sont devant nous doivent une redevabilité. Ouais. Vous ne pouvez pas donner une villa à construire à un ingénieur et des maçons. Vous vivez dans la même ville et vous couchez à la maison, ne pas venir voir votre chantier comment ça évolue. Il faut que vous veniez voir votre chantier, comment ça évolue. Parce que, enfin, c'est vous, le destinataire final. C'est comme le CNRD. Ce sont eux qui vont rendre compte après la transition. Alors, comme Akila disait, vous avez nommé un ministre, vous l'avez donné une feuille de route, et vous l'avez donné un budget, et vous l'avez assigné des objectifs à atteindre. Dans un an. Mais vous n'allez pas attendre jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes sérieux, vous devez, par intermittence, venir contrôler ce qu'il est en train de faire. Il y a un grand artiste guinéen qui le dit, vous connaissez bien l'histoire de Koronti, il faut contrôler. Hein? Vous comprenez ça? Il faut contrôler. Alors nous pensons que l'évaluation de ces ministres est une très bonne chose. Ça leur prouve qu'ils doivent rendre compte, ça leur prouve qu'ils doivent justifier tout ce qu'ils ont fait et ça leur prouve qu'ils doivent avoir des résultats. En un mot, un des évaluateurs a dit que c'est comme quelqu'un qui se prépare pour aller au bac. Il y a le bac blanc, après il y a le vrai bac. Oui. Le bac blanc te servira à savoir tes lacunes et à redoubler d'efforts pour que au bac réel que tu gagnes. Parce qu'on dit à personne, il n'y a aucune liste affichée au bac blanc, dire non, lui il a gagné au bac blanc, il n'a pas réussi le bac blanc. Non, mais tout le monde va passer le bac blanc. Même si vous échouez au bac blanc, ça ne vous empêche pas d'aller au bac réel. Il se peut que vous vous rattrapiez au bac réel. Donc vous pensez que ces évaluations sont bienvenues et il faut les encourager et ça doit être institué comme la CRIEF a été instituée. C'est un bac blanc ou un bac réel? Non, pour le moment c'est un bac blanc parce que ils ont dit c'est à mi-parcours. Ils ont dit en décembre il y aura le bac réel. Est-ce que bac réel ne va pas arriver pour entre guillemets un remaniement ministériel? Ah, c'est possible. Ah non, c'est possible. Votre ancien ami Ousmane Gawal, que vous connaissez, fait partie sur la liste des passables. Qu'est-ce que ça vous dit en tant que conseiller de l'UFDG? Non, vous savez... C'est votre ancien ami, hein? Mais il n'est pas mon ancien ami. Il est encore mon ami. Il est encore votre ancien ami de l'opposition. Non, il n'est pas mon ancien ami. Il est mon ami. Moi, je n'ai pas d'ancien ami. Tous. Et Selou, et Ousmane, et Baouri, tous sont mes amis. Je n'ai pas d'ancien ami. Vos amis de l'opposition, Ousmane Gawal, votre ancien ami de l'opposition alors? Ousmane Gawal reste toujours mon frère et mon ami. C'est ce que je connais. Vous comprenez, la politique, on change. C'est pour cette raison, il faut être très modéré en politique parce que ton ami, en un mot, ton coéquipier d'aujourd'hui peut être ton adversaire de demain. Vice-versa. Nous avons vu, c'est le cas. Moi, j'étais dans l'UFDG avec El Selou Dalein Diallo. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai créé mon parti. Demain, et je peux être un adversaire à Selou Dalein Diallo. Exactement. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Voilà, quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre ancien président de l'UFDG, Selou Dalein Diallo? Votre ancien mentor. Voilà. Ah, oui, je le reconnais toujours et je ne cesserai jamais de dire le bienfait et l'avantage que j'ai eu à l'UFDG. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de créer mon parti. Cette expérience auprès d'un homme comme lui,
auprès d'intellectuels qui l'ont encadré, qui l'ont entouré. Je veux ici citer Aliou Condé, je veux citer ici Kalimoudou Yansane. Quand vous côtoyez des gens comme ça, vous comprenez, vous apprenez beaucoup. Alors j'ai beaucoup appris de ces gens, et tant d'autres que je peux citer. Quand tu vois le travail de fourmi qui reste un Elhadj Bano, mais ça inspire, ça vous dit attention, ce que ces gens sont en train de faire, j'ai appris, et moi aussi je peux le faire. Cellou Dalein, il a été 10 ans ministre, 11 ans, 1 an Premier ministre après Lansana Conté. Mais ayant appris très bien auprès de Lansana Conté, il est venu respectueusement demander lui aussi son départ pour venir à l'UFDG, créer l'UFDG Cellou Dalein Diallo. Moi, mais c'est la même manière. J'ai bien appris auprès de lui, 15 ans, je me dis que je peux aussi voler de mes propres ailes et je suis venu en tout respect, en toute responsabilité, avec tout respect et toute considération, demander moi aussi mon départ. Alors donc, ça reste toujours l'amitié, mais la politique, il veut être président de la République de Guinée, et je veux être président de la République de Guinée. Voilà, c'est Dieu qui choisit. En 2024, le duel sera serré, oui. Justement, ces évaluations qui se déroulent actuellement vont aboutir justement à un éventuel remaniement ministériel. Est-ce que l'APR, justement, est l'ACP en vient. Est-ce que l'ACP est justement favorable à un gouvernement d'union nationale? Ou que si on proposait un poste ministériel à Dr Ben Youssouf, les portes ne sont pas fermées. Mais d'abord, pour répondre à la question d'Akila, je dis que j'ai confiance en Doumbouya. Et Doumbouya a dit, tu comprends, deux choses. Premièrement, ni lui, ni aucun membre du gouvernement du CNRD ne sera candidat. Vous comprenez? Ça veut si dire je suis nommé, blackout. Vous n'allez pas accepter. Non, pas du tout. Parce que si j'ai créé un parti politique, c'est pour être président de la République de Guinée. À pas être un ministre? Non, pas du tout. En clair, si on vous propose, non, pas du tout. Si on vous la proposait, docteur, non. Vous n'allez pas accepter? À une seule condition. Quelle condition? Une seule condition. Laquelle? Par exemple, que la nouvelle constitution dit... Une séance de discours? Exactement. Si on en c'est qu'il n'est presque pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, oui, la question... Oui, est-ce que vous êtes favorable à un gouvernement d'union nationale dans lequel vous-même vous serez membre? Non, je dis une fois de plus, si je ne peux pas être candidat aux futures élections, je ne serai pas membre du gouvernement. Et je ne veux pas être membre du gouvernement. C'est pas mon objectif, c'est pas la panacée. Sinon, au temps du professeur Alpha Condé, je serais ministre, non seulement en 2018, mais en 2020. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de remercier une fois de plus M. Bantamasso qui a œuvré dans ce sens. Donc, c'est pas parce que c'était votre meilleur ami au temps d'Alpha. Évidemment. Vous étiez en communication permanente. Non, tout le temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors, docteur? Non, les gens parce que vous étiez de l'UFDG, lui il était du RPG. C'était le plus grand Gorko Soussaï du RPG. Évidemment, mais vous savez, la politique, c'est une conception. Ce qui est politique, le social est social. Il faut savoir dissocier. Il faut savoir dissocier. Jamais Bantamasso et moi n'avons parlé de l'UFDG. Jamais lui et moi n'avons parlé du RPG. Nous nous sommes respectés, nous nous sommes admirés et chacun a continué. Lui, c'était un symbole dans le RPG. Tout le monde sait ça. Bantamasso était un symbole dans le RPG. Et tout le monde sait que Dr Ben Youssouf Keïta était un symbole dans l'UFDG. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous êtes suffisamment intelligent. Votre QI dépasse les 200. C'est ce que je veux dire par là. Très fidèle à celle. Exactement. Vous comprenez? Et toujours fidèle. Donc, non, toujours. Voilà. Moi, je suis un homme, je ne change pas. Je dis, ce n'est pas parce que je vais être président de la République de Guinée que je vais jeter la pierre dans le jardin de l'UFDG. Je ne le ferai pas. Parce que c'est l'UFDG qui m'a permis vraiment d'être à ce niveau, de prévoir, en tout cas, c'est comme si vous disiez, de créer votre parti. C'est comme si vous disiez à Cellou de jeter la pierre sur le PIP. Il ne peut pas. Donc, de cette même manière, l'homme doit être redevable et reconnaissant. Parlant même de cette reconnaissance et de cette fidélité dont on parle, aujourd'hui, le retour de Cellou est annoncé en pompe. On nous parle d'un retour très, très imminent. On ne sait pas à quand la date, rien n'est fixé. Quel conseil donnerez-vous justement à Cellou par rapport à cette éventualité, si tel est le cas? Et l'autre question pour terminer, c'est est-ce que l'ACP risque de se retrouver dans l'ANAD?
Est-ce que vous avez été contacté par l'ANAD pour que vous rejoigniez l'Alliance? Nous n'avons accepté d'adhérer à aucune coalition pour le moment. Nous sommes le parti Benjamin. Nous sommes le parti Benjamin. Notre priorité, ce n'est pas d'abord adhérer à une coalition. Vous êtes ni allié ni aligné. Effectivement, des coalitions volatiles. Vous comprenez? On voit comment. Oui, c'est vous qui les qualifiez de volatiles. Aujourd'hui, l'ANAD est volatile. Non, pas l'ANAD seulement, mais toutes les coalitions sont volatiles. Docteur. Oui, non, toutes les coalitions sont volatiles. Parce que vous ne pouvez pas avoir une coalition aujourd'hui qui dit nous resterons ensemble jusqu'aux élections. Non. C'est une association libre. C'est comme une amitié entre un homme et une femme qui n'est pas le mariage. C'est une simple amitié. Si le jour que vous décidez, vous vous séparez, mais si c'est votre épouse, vous restez jusqu'à la fin de la vie. Votre conseil, rapidement, en 20 secondes, parce que déjà on a... Mon conseil, vous savez, il est bon de donner conseil quand vous avez de l'expérience. Ouais. Mais quand vous n'avez pas d'expérience, il ne faut pas donner de conseils. Cellou Dalein, Sidia ont été premiers ministres. Ils ont été des hommes d'État. Ils savent ce qui signifie l'État. Ils connaissent la force de l'État. Moi, je n'étais que simple médecin. Jusqu'à présent. Et jusque-là, médecin. Et donc, on va laisser aller parce que là, on est pris, oui. Voilà, donc pour moi, je voudrais une fois de plus qu'ils viennent en toute sécurité vivre dans le pays. Mais la décision leur appartient. Bien. Ouais. En tout cas, Dr Ben Youssouf Keïta, il est président de l'ACP. C'était notre invité de ce mercredi. Merci vraiment, docteur. Merci d'être passé dans cette émission, Le Scanner. Le plaisir est pour moi encore une fois. Merci à vous tous. Akila Ali Badara. Merci beaucoup. Très tranchant. Merci à tous les auditeurs. L'homme de l'axe. Yaya Diallo, notre enquêteur. Demain, on s'intéresse à Guinée Télécom. Ouais, donc, le dossier d'enquête est déjà prêt. On va livrer la première partie demain pour tous ces auditeurs et téléspectateurs. Désolé pour ces petites minutes que nous avons grignotées du côté de la réalisation. Le tout, en tout cas, on va remercier cette équipe technique qui nous a accompagnés pour ce 8e numéro de cette émission Le Scanner. À la régie, Babako Ivugi, Sanso, Robert Kourouma, Salif Bangoura, Melika Sita Otaek. À la réalisation, Michel Ouamounou. La production a été assurée par Alpha Silla et à la radio, nous ont accompagné Mamadou Diallo, Mohamed Yatara, Kande Sanko, le tout chapeauté par notre directeur technique Omar Diallo. On se reprend demain avec la même énergie pour débattre d'autres actualités.